très nombreux sur les rapports entre les sexes à l'intérieur des rapports de travail. Bon, par exemple, les rapports entre le patron et la secrétaire. Ou encore les rapports entre les cadres masculins et les cadres féminins à l'intérieur des entreprises, etc. Bon, par exemple, les femmes, nous avons fait des entretiens sur ce thème, des femmes qui ont des positions de chefs, de cadres, bon, et qui ont des hommes sous leurs ordres, sont soumises à une sorte de tension permanente. J'ai fait un entretien d'une femme qui m'a dit je vais presque tous les jours chez mon masseur parce que je suis dans un tel état de tension avant d'affronter ce monde masculin dans lequel je suis chef, mais dans lequel je dois sans cesse affirmer ma domination, mon autorité contre toutes les structures. Alors, elle pensait à des obstacles objectifs inscrits dans la réalité. Moi, je pense qu'il s'agit d'obstacles beaucoup plus profonds, donc là qui sont dans l'inconscient de cette femme et dans l'inconscient des hommes avec qui elle a affaire. C'est-à-dire que on pourrait dire que ce qui est sexiste, c'est l'inconscient. L'inconscient socialement constitué par la socialisation peut survivre très longtemps à la transformation des structures sociales. C'est-à-dire que même dans des cas où la femme est en position dominante, elle peut avoir des difficultés à entrer dans cette position dominante parce que tout son corps, toute sa manière d'être, toute sa manière de s'habiller, etc., est en quelque sorte en contradiction avec la place, la position qui lui est assignée dans la structure. Et elle doit faire une espèce de transaction permanente qui est très coûteuse de réflexion, de malaise, de souffrance, de rougissement, d'intimidation, etc., pour arriver à occuper ces positions. Je pense, notre cas, ce sont toutes les personnes, toutes les femmes qui occupent des positions de parole publique. Bon. Là, il faudrait des films, si je pouvais montrer des images et analyser devant vous, je ferais voir comment, dans les prises de parole publiques, enfin, qui posent aussi un problème aux hommes, il ne faut pas le nier, la timidité n'est pas le monopole des femmes, mais ces prises de parole publiques, ces interventions publiques, si on repense à l'opposition que je disais tout à l'heure, qui est une opposition centrale de toutes les sociétés masculines, une opposition entre le public et le privé, entre l'agora, la place publique et la maison, bon, toutes les prises de position publiques créent un stress, enfin une tension tout à fait extraordinaire. Elles ne peuvent pas être occupées naturellement, comme on dit. C'est-à-dire que comme les positions dominantes, les positions de pouvoir, les positions publiques ne sont pas faites ne sont pas faites pour les femmes apparaissent comme n'étant pas faites pour ces positions. Et elles-mêmes se sentent en quelque sorte mal, on dit en français mal dans leur peau, en fait elles sont mal dans leur position. Elles ne s'y sentent pas bien parce qu'elles ne s'y sentent pas légitimes. Et donc elles n'y sont pas naturelles. Bon, alors je peux prendre, hier encore, je recevais deux personnes qui venaient m'interroger pour préparer un événement, bon, et il y avait un homme et une femme. Bon, eh bien, de manière totalement inconsciente, ils étaient dans un rapport social de non-hiérarchie, ils étaient tous les deux égaux, dans une position sociale équivalente. La femme prenait la parole, je m'adressais à elle, et c'était l'homme qui répondait. Autrement dit, comme si la parole féminine avait compté pour rien. Et très souvent, dans des discussions, maintenant que je l'ai dit, je pense que mes auditeurs le verront, dans une discussion où il y a des hommes et des femmes, les femmes prennent la parole et inconsciemment, les hommes répondent à des hommes, comme si une parole méritant réponse ne pouvait venir que d'un homme. Et voilà. Alors, tout ceci peut paraître grossier et excessif, mais alors qu'en fait, je pourrais en donner des milliers d'exemples. Il
faudrait faire des analyses fines, enfin sur la base d'enregistrements, de films, de conduite individuelle ou collective, on pourrait montrer tout ça. Bon, c'est infiniment petit de la domination, c'est à mon avis ce qui échappe à la conscience critique de la critique féministe, souvent, et surtout qui n'a pas trouvé ces instruments théoriques d'expression. C'est pour ça que la notion de violence symbolique à laquelle je me raccroche, pas du tout pour me donner le monopole d'un concept, cette notion est importante parce qu'elle nomme cette forme de domination dont les victimes sont les complices. Bon, bon, la timidité, par exemple, bon, est un très bel exemple. Alors, la timidité, d'ailleurs, se retrouve de manière plus fréquente. Elle n'est pas distribuée au hasard socialement. Elle est d'autant plus fréquente, elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Elle est d'autant plus fréquente chez les hommes qu'on descend dans la hiérarchie sociale. Bon, la timidité, c'est cette espèce de réaction incoercible du corps qui reconnaît une domination que la conscience peut refuser. C'est-à-dire, je peux dire, bon, cet homme ne m'impressionne pas, c'est un homme comme moi, nous sommes égaux en honneur, diraient les Kabyles, et malgré tout, mon corps tremble, mon corps s'intimide, mon corps rougit, je bégaye, je perds mes moyens, je ne sais plus ce que je dis, etc. Bon, ça, c'est une expérience qui est statistiquement, évidemment, plus répandue chez les femmes que chez les hommes, pour cette raison simple qu'elles sont constituées par tout leur apprentissage social de telle manière que un certain nombre de positions sociales qui leur sont tacitement refusées, jamais ouvertement aujourd'hui, hein, à une autre époque, elles l'étaient ouvertement, qui leur sont tacitement refusées, ces positions, même si on les leur accorde, et si elles se les accordent, leur corps peut les refuser inconsciemment. Et elles peuvent, en quelque sorte, avoir peur d'occuper certaines positions parce que, en fait, leur structure mentale, les structures mentales des hommes avec qui elles sont en relation, continuent à refuser inconsciemment aux femmes des positions que, en bonne... que la politesse ou la conscience politique recommande d'accorder aux femmes. Bon. Ceci est important parce que je pense qu'on voit bien que la révolution féministe sera très longue. Parce que ce qu'il s'agit de transformer, ce n'est pas seulement des structures sociales, c'est des structures mentales. Et autrement dit, seule une révolution symbolique, j'appelle révolution symbolique, une révolution qui consiste à transformer pas seulement les structures sociales, mais les structures mentales des gens qui agissent dans ces structures sociales, structures mentales qui sont le produit de ces structures sociales et qui peuvent survivre aux structures sociales. On peut très bien imaginer que par des méthodes de quotas, on dit il y aura autant de garçons que de filles à l'école polytechnique, on peut imaginer qu'on dise qu'il y aura autant de femmes que d'hommes au Parlement japonais, on peut dire, etc. Bon, on peut intervenir, cela dit, les cerveaux, les têtes, les corps retardent sur les décisions juridiques et seule une transformation profonde, alors comment peut-elle se faire? Par la prise de conscience, le rôle de la sociologie là est déterminant, c'est-à-dire en rendant conscient à la fois chez les dominants et chez les dominés les formes inconscientes de domination, on rend la domination plus difficile et, oui, j'ai oublié de dire la chose essentielle, la violence symbolique est une forme,